Bonjour, 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 bonjour. J'aime pas trop la formule, mais je suis obligé de le dire. Je souhaite vraiment que tout aille bien pour vous. Je vous souhaite que du bonheur, que de bonnes choses. Voilà. Vraiment, ça, c'est mon souhait. Pour tous ceux qui se mettent, qui se connectent sur la vidéo. Je suis Boakwasi à Sirifix et aujourd'hui, je viens pour parler de certaines choses, faire des réflexions avec vous, les frères et sœurs. Et en même temps, pour essayer d'éclaircir certaines choses et pour prévenir d'autres choses. C'est très important. Parce que j'ai remarqué que en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, on souffre d'un problème très sérieux dû à nos intellos, à nos intellectuels. Je ne vois aucun commentaire pour le moment, hein. Excusez-moi, je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas si c'est Facebook qui a fait le travail. De toute façon, ma page est restreinte, donc il y a des choses étranges qui arrivent, mais c'est pas grave. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces, même si je ne les vois pas. Euh, je voudrais dire certaines choses aux Ivoiriens, surtout prévenir, parce qu'on souffre d'un problème avec nos intellos qui, je ne sais pas s'ils ont du mal à expliquer les choses, mais quand ils veulent expliquer leur point de vue ou bien veulent expliquer leur pensée, ils utilisent des formules et des termes qui sont compliqués pour les personnes lambda qui sont les plus nombreuses en fait dans le pays. C'est-à-dire nos frères et sœurs qui n'ont pas été loin dans les études, ceux qui sont dans la vie de tous les jours, qui travaillent dans le secteur informel, qui se débrouillent pour pouvoir survivre. Et ceux-là, par contre, ils ont vraiment besoin de comprendre le message des gens. Ils ont vraiment besoin de comprendre ce qui se passe. Ils ont vraiment besoin de comprendre les situations. Et ils ont besoin de comprendre, en fait, vers où les leaders ou bien les personnes qui sont supposées les diriger veulent les envoyer. C'est important que le peuple comprenne ce qui se passe, les enjeux, qu'ils comprennent tout ça. Mais j'ai l'impression que la plupart des chefs, des leaders, des patrons, des gens qui sont des élites, euh, ne cernent pas bien ce côté-là et continuent dans les mêmes erreurs à faire des discours, à faire des devinettes, à faire des proverbes, à faire des citations, à faire des choses que la majorité des Ivoiriens ne comprennent pas en fait. C'est important. Donc, je vais essayer aujourd'hui, à travers ma petite vidéo, euh, de dire certaines choses avec le langage approprié pour que le citoyen lambda puisse comprendre certaines choses. Donc, je vais parler déjà de M. Ouattara en premier. Je vais essayer d'expliquer sa situation actuelle, dans laquelle il est actuellement là, en Côte d'Ivoire, où apparemment il y a beaucoup de personnes qui n'en veulent plus et qui veulent passer à un changement, qui veulent passer à autre chose. Mais pourquoi les gens ne veulent plus de M. Ouattara au pouvoir? Je parle de ceux qui ne veulent plus, je ne parle pas de ceux qui le soutiennent, je parle de ceux qui ne veulent plus, qui le soutenaient avant et aujourd'hui qui ne le soutiennent pas aujourd'hui. C'est pas compliqué, hein? Vous savez, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les pouces, mettez les cœurs à gogo, mettez les cœurs, parce que j'ai même pas déjà, ils sont versés sur moi. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, M. Ouattara est un monsieur qui a eu beaucoup de chance. Il a été accompagné par des gens puissants dans le monde qui lui ont donné le pouvoir clé en main en Côte d'Ivoire. On lui a donné le pouvoir clé en main. Et quand il s'est assis dans le fauteuil présidentiel, son programme a été d'abord de régler ses comptes avec les gens avec qui il avait eu des soucis. Et en réglant ses comptes,
il a réussi à faire en sorte que cette fameuse réconciliation dont les gens parlaient n'a jamais eu lieu en fait. Il y a eu une commission avec Monsieur Charles Konan-Banny, le ministre Charles Konan-Banny, qui a fait des enquêtes. Il y a eu, je crois, la CDRV, comment ils appelaient ça là? Ils ont fait des enquêtes, ils ont fait tout, et ils ont eu un rapport final qui n'a jamais été divulgué au public. Je ne sais pas si jamais ça a été fait que qu'on m'informe. Sinon, moi, j'ai l'impression que personne n'est au courant de vraiment ce qu'il y avait dans le rapport de cette commission-là de Monsieur Charles Konan-Banny pour parler de réconciliation. Ça n'a pas été fait. Il a créé un ministère de la réconciliation qui n'a servi à rien. C'est-à-dire que ils ont fait, lui, M. Ouattara et tout son groupe-là, des choses qui n'ont fait qu'exacerber les émotions et les sentiments des Ivoiriens lambda qui ne comprennent rien à la situation, mais qui étaient comme des innocents là, dans la vie, en train de suivre le mouvement du pays et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir de l'aigreur, qui ont commencé à avoir des rancœurs, qui ont commencé à avoir des regrets par rapport à la politique de M. Ouattara. Jusqu'à présent, je n'ai même pas encore parlé de la sous-région. Je parle seulement que de la Côte d'Ivoire. Donc, en faisant en sorte que des gens des partis d'opposition perdent leur poste, perdent leur pouvoir, perdent leurs moyens, perdent même leur compte en banque et tout ça. Les gens, ils ont commencé à étrangler tout le monde sur le plan financier, sur le plan des libertés, sur le plan même de l'expression, la liberté d'expression, sur le droit de manifester. Quand on n'est pas content, ils ont commencé à étrangler tout le monde. Tout ça, là, les gens ont avalé les couleuvres. Ils se sont assis dessus. Ils ont dit, ok. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu plein de choses, des postes. Il y a des gens, des personnalités qui sont valables. C'est-à-dire que ce sont, quel que soit leur parti politique, ou bien leur support, ou bien quel que soit leur pensée, je ne sais pas, ils sont des personnes ressources pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ils sont des gens qui peuvent donner l'exemple, qui peuvent montrer la direction à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais parce qu'ils sont du parti de temps, ou bien du parti de temps, parce qu'ils ont été un moment avec telle personne, ou bien avec l'autre personne, on supprime cette grâce que nous avons de posséder des gens, des sachants, qui vont transmettre le savoir à la jeunesse, on les met de côté. On les assassine, c'est-à-dire à petit feu, en leur privant de leurs droits, en leur privant même de l'endroit où ils doivent être pour pouvoir travailler. Ça, là, ça tue. À petit feu, parce que quelqu'un comme ça qui connaît, qui se réveille le matin et qui voit qu'il ne sert à rien, alors qu'il a un savoir, il a toutes ces choses-là, ça tue à l'intérieur, parce que tu ne peux pas exprimer vraiment ton potentiel, tu ne peux pas transmettre ce que tu connais avant que tu partes. Que des jeunes maintenant comprennent ce que tu es, connaissent ce que tu connais, et encore plus fassent des recherches pour aller encore au-delà et faire briller le pays, la Côte d'Ivoire, à travers la transmission qu'ils ont reçue. Mais non, les gars, ils étaient dans leur histoire de vengeance, dans leur histoire de rattrapage, dans leur histoire de toutes ces conneries malsaines-là, qui ne sont pas vertueuses du tout, et qui ont enfoncé le pays encore dans une division qui ne dit pas son nom. Tout ça, là, ça compte. On a donné la chance à M. Ouattara de faire tout ça, mais il n'a pas fait. De faire en sorte que les Ivoiriens puissent se parler, puissent vraiment évoluer, changer et améliorer leur vie ensemble. Non. Il y a toujours un clan, un groupuscule qui s'amuse bien, qui vit bien, et puis les autres, maintenant, débrouillez-vous. Fort de cela, M. Ouattara a réussi l'exploit de faire en sorte que tous les pays de la sous-région qui le supportaient à l'époque, aujourd'hui, ne peuvent plus le piffer, ne peuvent plus le voir en peinture. Ça là, comment il a fait pour que les Maliens aujourd'hui au Mali par exemple, M. Ouattara ne puisse pas aller là-bas? Comment il a fait pour que le Burkina Faso, dont il est originaire, il ne puisse pas aller là-bas? Comment il a fait jusqu'au Niger, pour que même au Niger, il ne puisse plus aller là-bas? C'est-à-dire dans les pays de l'AES là. Ceux les gens appellent en griffe les poutistes, parce que moi je les appellerai jamais comme ça. C'est pas parce que France 24 ou bien Emmanuel Macron, bien tous ces gens-là appellent mes frères à moi africains poutistes que moi aussi bêtement je vais suivre pour donner ce mot-là à ces gens-là. Non.
Pour moi, ce sont des révolutionnaires. Oui, 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 oui. Parce qu'on a tendance à faire ça, surtout les intellectuels en griffe. Là. Ils ont tendance à copier ou bien à singer bêtement tout le langage ou bien le narratif du colon et l'appliquer sur leur propre frère africain. Ça, c'est leur spécialité. Donc, vous allez voir dans le discours des gens, les gens surtout qui ne sont pas d'accord avec les révolutionnaires, ils vont dire oui, ce sont des poutistes, les faiseurs de coups d'État. Non, ce sont des révolutionnaires. Autant que les gens ont fait la révolution en France en 1789, là. Et bien, ceux-là, c'est les mêmes. Et encore, même en France, là, même, c'était une révolution, voilà, on peut en parler après, par rapport à l'histoire vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de bourgeois qui supportaient cette révolution. Mais on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, on parle de notre cas. Donc, vous voyez, M. Ouattara, sur tous ces plans-là, pour arriver où il en est aujourd'hui, là, où c'est l'incertitude, il n'est même pas capable de dire que lui, il va se présenter pour un quatrième mandat, du moins pour un deuxième mandat de sa première république, ou bien sa troisième république, je ne sais pas quoi, parce que tellement les gens sont mélangés, ils ont mélangé la constitution, ils ont tout mélangé. Les gars, maintenant, ils sont brouillés, puis ça est dans leurs mains, ça est là. Et la seule chose qui peut les faire espérer, c'est cette commission électorale-là, avec tout qui est faux dedans. Ils espèrent que ça va passer crème et que les Ivoiriens vont aller avec ça à des élections justes, transparentes et inclusives. Mon œil. On est en train de jouer à l'autruche. On met la tête sous terre et puis maintenant, le gros derrière de l'autruche est dehors. Puis elle croit que, comme elle ne voit pas là, on ne la voit pas. C'est un problème qui est en train de venir en Côte d'Ivoire à grands pas. Bouchez-vous les oreilles, bouchez-vous les yeux, ça va péter. Cette histoire de commission électorale où des Ivoiriens ne peuvent pas s'inscrire ou bien ils sont déjà inscrits alors qu'ils ne se sont jamais inscrits, où c'est un mélange, un merdier total, où c'est pas fiable. On voit que ce n'est pas fiable, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Mais les gens sont assis là, ils font semblant de ne pas voir. Ça là, c'est la poudre à canon, ça n'attend plus que l'étincelle pour que ça pète. Beaucoup de gens, non, on veut la paix, non, on veut la paix, on veut la paix. Ce langage dont on veut la paix, là, ce langage dont on veut la paix, c'est facile de parler, on veut la paix. On dit un truc, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, il prend un bâton, puis il passe dans la rue, puis il tape les gens, pa, pa, pa. Non, on fait la paix, pa, on fait la paix, non, je veux la paix, puis tu tapes les gens, tu énerves les gens, puis tu dis, tu veux la paix. La paix, là, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas un mot, comme vous le disait, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est une attitude. Et l'attitude actuellement pour éviter que ça pète, c'est que on fasse une révision complète et totale de cette commission électorale dans le souci de justice pour tout le monde, que ce soit bien clair, dans la transparence, pour que tout le monde voit, que tout le monde soit d'accord que, ah, vraiment, on a retiré ceux qu'il fallait retirer, on a bien vu que ceux qui doivent être là sont là, et puis maintenant on fait des élections, on n'est pas pressé, on n'est pas obligé de faire des élections en 2025. On n'est pas obligé, il n'y a rien qui nous oblige. C'est nous, c'est une décision politique. Mais si cette décision politique-là doit être prise pour que la paix soit et que la justice soit et que vraiment ça évite les problèmes, moi je pense que ce sacrifice-là, c'est pas... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on peut le faire. Mais si les gars ne veulent pas le faire et qu'ils continuent d'insister dans la bêtise, ils continuent d'insister dans la bêtise, ils continuent d'insister dans l'aveuglement, ils continuent d'insister dans le flou, mais ça risque de péter. Parce que la patience que les gens avaient à l'époque, là, ou bien la résilience que les gens avaient pour ne pas aller vers le mal. À un moment donné, les êtres humains, ils ont tous un moment où il y a une rupture qui peut arriver. Un seuil de tolérance à la douleur, à la souffrance que des gens ont atteint et ils ne veulent plus aller plus loin que ça. Ils préfèrent même la mort que ça, cette souffrance-là. Tout est dans la main de M. Ouattara. Il suffit qu'ils disent, ils demandent à ces gens, à la commission électorale, bon les gars, il appelle les partis d'opposition pour un dialogue entre eux, qui s'asseyent pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment on puisse aller à des élections claires et que le gagnant gagne. En toute justice, en toute sincérité, en toute clarté. Non, on révise la commission, on révise les listes, on fait ça, le recensement, bien je sais pas quoi. En tout cas, ils trouvent une solution. Quand tout le monde, ils ont trouvé un consensus, à partir de là, maintenant, chacun s'en va maintenant dire à ses militants, à ses gars, bon voilà ce qu'on a trouvé. Et à partir de là, vous allez voir que le pays va s'apaiser.
Mais si les gars veulent insister dans ce qui est là, ça va péter. Et puis quand ça va péter là, on vous aura prévenu. Mais les gens vont commencer à être étonnés, surpris. Mais pourquoi? Mais comment? Mais on ne comprend pas. Mais Joe, vous avez cherché votre merde vous-même. On vous dit, on vous parle, on a tout dit. Depuis des années, on a tout dit. Seule la justice, la transparence, l'équité pour tout le monde va faire en sorte qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de gens qui auront un justificatif pour faire des palabres. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici, ça sort ici. Et ça sort ailleurs. Les gens s'en foutent parce qu'ils ont la force avec eux. Aujourd'hui, là, les autres, là, ils ont la force aussi. Donc, quand la force et puis la force se rencontrent, à qui se passe? C'est clash. C'est là-bas, on s'en va. Mais il y a un, il a montré sa force, l'autre, là, il n'a pas montré, il a caché. Et puis, ça y est, on ne sait où. Ça peut sortir d'un matin à l'autre quelque part, et puis maintenant, c'est la merde. Et quand ça commence, là, on ne sait pas comment ça finit. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça et sagement faire en sorte que quand tu organises des élections, que tu gagnes ou bien que tu perdes, tu aies toujours l'approbation des populations parce que tu as été juste, tu as été correct, tu as été honnête. Tu perds le pouvoir, on m'a dit non, le gars il a été juste, il a été honnête, ça s'est passé, foutez-lui la paix. Le gars il gagne, il a été juste, il a été honnête, c'est bien, il a gagné. Point. Mais quand il y a l'injustice, il y a des choses qui sont troubles, qui ne sont pas claires et que les gens se plaignent, ils grognent et que ça commence là, on ne sait pas comment ça va finir. Mais une chose est certaine, c'est que M. Ouattara, c'est lui qui est en difficulté actuellement parce qu'il a des problèmes avec nos frères de la sous-région qui avaient l'habitude, à l'époque du président Gbagbo, de supporter la rébellion et ceci, cela, la révolution de l'époque. Aujourd'hui, c'est le sens contraire. M. Ouattara est devenu Gbagbo et M. Gbagbo est devenu M. Ouattara. Et les autres annexes qui sont à côté, qui sont éventuellement des gens qui sont peut-être encore mieux vus même par l'extérieur, par l'international. Ce qu'il dit là, c'est pas clair. Ce que je demande aux gens du RDR, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'entendre, de faire en sorte que cette commission électorale là, qui est la poudre, qui va tout faire péter là, soit désamorcée et que les gens fassent en sorte que toutes les listes là soient bien révisées et que ceux qui ont le droit soient sur la liste, ceux qui n'ont pas le droit soient dehors. C'est tout ce qu'on demande. Et que ceux qui ont le droit de se présenter se présentent. Parce qu'un citoyen, il a le droit de se présenter. Et les histoires politiques pour empêcher un ou l'autre, là, ça revient encore à la même histoire de l'époque où les gens ont fait mains et pieds pour pouvoir forcer les gens à inclure M. Ouattara sur la liste électorale. Vous vous souvenez de ça, non? Les gens disaient que oui, il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, et machin, tout ça. Donc, il faut faire un décret pour calmer les gens. Pour la paix, à l'époque, le président Gbagbo l'a fait. À l'époque, là, pour la paix, pour avoir la paix, pour que les Ivoiriens soient en paix, et que vraiment les gens désarment et que vraiment tout se passe bien là. Il a fait, il a signé l'article 48. Allons-y, pour éviter les problèmes. C'est une décision politique pour éviter de faire péter le pays, mais malgré ça, ça n'a pas suffi parce que les gars avaient autre chose dans leur plan, dans leur programme. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui, maintenant, M. Ouattara se trouve à la place de M. Gbagbo en 2010. C'est même chose là. Main chaud, c'est comme ça ils disent, non? Les jeunes. C'est main chaud, mais c'est inversé. Est-ce que vous voyez un peu comment, des fois, des situations que vous voyez comme ça, vous ne suivez pas ou vous ne comprenez pas la portée spirituelle des choses que celui qu'on appelle Dieu là nous montre. Ça y est, la même situation s'est renversée autrement. Maintenant, toi-même, tu es assis là. C'est toi aujourd'hui qui es à la place de l'autre que tu critiquais hier. Maintenant, on te dit, maintenant, fais en sorte que les choses se passent correctement, tranquillement. Il n'y a pas d'armes, hein, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Tu as la paix, tu as tout. Tu développes, tu construis, tu fais tes trucs, tout va bien. Économiquement, tu as reçu tous les crédits, tous les trucs que tu voulais pour pouvoir faire évoluer le pays. Donc, franchement, tu es tranquille, quoi, pour pouvoir faire les choses correctement. Mais, apparemment, non. Les gars, ça ne leur suffit pas. Les gars, ça ne leur va pas. Maintenant, pourquoi? Pourquoi?
C'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous êtes aussi fébrile? Pourquoi vous avez peur de faire en sorte que les choses soient claires, justes et transparentes? Pourquoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Maintenant, si vous avez quelque chose à vous reprocher, ben, écoutez, dans la vie, c'est comme ça, hein, quand on fait des choses et puis on fait les choses pas bien, et ben, à un moment donné, ben, on est jugé, on juge, clairement. Maintenant, si dans le jugement, là, tu es innocent, avec des preuves à l'appui que tu n'as rien fait, il n'y a pas de problème, on te laisse en liberté. Mais si tu es coupable, tu vas payer. Le président, merci, tu passes à la caisse, merci. Le président Gbagbo, on lui a reproché des choses. Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait payer, il est parti en prison. Vrai ou faux? Il n'a pas été se dorer la pilule aux États-Unis ou bien au Qatar, quelque part tranquille là-bas, protégé par des... Non, il est parti en prison, le président Koudou Laurent Gbagbo. Il a payé par rapport à tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'il a fait. Il a payé. Donc si lui, il a payé, pourquoi les autres ne vont pas payer aussi s'ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes? Prouvé en plus. Donc ça, là, vraiment, buvez de l'eau, hein. Mais le mal que vous faites aux gens, là, le mal que vous faites aux gens, les injustices que vous faites aux gens, vous qui êtes au pouvoir actuellement, là, vous allez payer. Je vous le dis parce que c'est inévitable. Je ne dis pas que tous les gens du RDR, RHDP vont payer. Non, il y a des gens dedans qui n'ont pas de problème. Ils sont peut-être dans le parti au pouvoir, ils font leur travail, ils font leur truc correctement, ils sont honnêtes, ils n'ont aucun problème. Mais les gens qui sont au pouvoir, qui instrumentalisent la justice pour mettre en prison des gens, par exemple le petit qui a dénoncé le fait qu'on casse les tables des dames, les parents qui vendent à locaux, les mamans qui vendent les bananes brisées, la tchéquette devant leur porte, les petits trucs, qui se sont débrouillés à une époque en vendant devant leur maison là, pour payer l'école de leurs enfants, afin que leurs enfants deviennent des personnalités aujourd'hui. Et ces mêmes personnalités aujourd'hui là viennent casser maintenant les étals d'autres mamans sans les indemniser ou bien sans les recaser, sans vraiment bien se faire en sorte que leur perte là soit vraiment au minima. Le petit déclare ça, le petit parle de ça. On vient l'attraper et puis on le met en prison. Vous n'avez pas honte. Mais ce que vous faites là, on va vous faire ça. Notez, hein, écrivez bien, notez. Soit vous, c'est Boribana, vous allez vous cacher, mais on va aller vous chercher. On va aller vous chercher. Parce qu'on ne peut pas continuer de façon, je ne sais pas moi, sans vergogne, faire du mal à des gens. Bêtement, n'importe comment comme ça, parce que on veut faire peur aux autres. On veut effrayer les autres. Donc, on veut montrer l'exemple. Donc, on va faire des choses injustes, incorrectes, ignobles pour effrayer les gens. Ça ne marche plus, les gars. C'est plus comme avant. Parce que si ça marchait là, nous, on n'avait pas fait vidéo, on n'avait pas parlé. C'est pas on est à l'extérieur, hein, mais on n'avait même pas parlé à l'extérieur. Et surtout, les gens qui sont à l'intérieur, là, ils n'allaient pas penser. Parce que c'est ce que vous oubliez. Il y a des gens qui ne parlent pas. Mais ce qu'ils pensent là, ils sont assis en face de vous. Ils disent, hey, oui, chef. Hey, patron. Hey, chao. Hey. Mais ce qu'ils pensent là, le jour où vous n'allez plus avoir ce qui leur fait peur, là, c'est là que vous allez voir qui les gens sont vraiment. Ça se voit un peu. Vous pouvez empêcher les gens de parler. Vous pouvez empêcher les gens avec votre force là, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser. Et c'est là que vous faites la grosse erreur. Même l'homme à qui vous donnez l'ordre va arrêter telle personne là, il pense. Il se dit, ah Joe, moi c'est mon travail, je m'avais fait parce qu'on me paye, machin truc, je veux pas que mes enfants manquent de nourriture, machin truc, je m'avais fait, mais on m'a dit, on m'a donné l'ordre, donc pour éviter les problèmes, je m'avais fait. Mais vous n'empêchez pas de penser que si jamais un jour la situation change, les mêmes, les vont venir vous soulever, vous mourir pour vous mettre aussi à la même place. Vous oubliez ça. Abus de pouvoir. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais seulement quand ça va arriver là, ne pleurez pas. Ne dites pas si je savais, parce que si je savais, là, on dit chez nous, ça n'a pas de queue, on ne peut pas attraper. On vous aura prévenu aujourd'hui. Réparez ce que vous faites là, réparez les choses. Laissez l'enfant là sortir de prison. Comment il s'appelle même cet enfant? Je ne vois aucun commentaire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. C'est Facebook, comme ma page est blacklistée, qu'on sort là, bon. Ça m'étonne même qu'aujourd'hui, il y ait autant de monde. Mais c'est pas grave. Mais comment il s'appelle ce jeune-là? C'est Bikongo. Bikongo, voilà, c'est ça. Le petit Bikongo, aujourd'hui, il est en tôle parce qu'il a simplement parlé. Il s'est exprimé. Et des gens zélés sont venus l'attraper pour effrayer qui, je ne sais pas, pour influencer qui, je ne sais pas, mais ça ne sert à rien, ça a plutôt exacerbé la chose.
Moi, aujourd'hui, si je soutiens ce petit-là. Je le soutiens à 1000% et on est nombreux. Et au pays là même, des gens qui sont assis avec vous là, ils soutiennent l'enfant là. Mais vous qui avez pris la décision de donner l'ordre de faire ces choses-là, d'arrêter ce jeune-là, vous allez voir clair dans le film. C'est pas une menace, c'est une promesse. Parce qu'on sait qui c'est. On connaît, on sait. On sait, parce que les gens qui sont assis à côté de vous là, les gars, je vous ai dit, vous ne pouvez pas les empêcher de penser. Ils peuvent faire des choses qui vont vous faire croire qu'ils sont avec vous. Mais en fait, ils notent quelque part là-bas sur un deuxième agenda. Telle personne, telle personne, telle personne, qui a fait ça, 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 ça. Et au moment de payer l'addition, là, vous allez voir. Continuez, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour parler de M. Ouattara, qui est dans de beaux draps aujourd'hui. Et je vous dis que c'est quasiment impossible pour lui-même de se maintenir dans les temps qui vont venir. Ça sera quasiment impossible. La meilleure des chances pour qu'il soit tranquille et que ces gens-là soient tranquilles, c'est de faire en sorte que tout se passe dans la paix sans qu'il y ait d'effusion de sang. Tout se passe dans la justice, dans la transparence claire et le gagnant a gagné et puis on passe à autre chose. Sinon, si vous faites en sorte que il y a les coups de feu qui commencent à sortir, des choses commencent à devenir bizarres et que ça devient maintenant inarrêtable. Le résultat, la finalité, là, vous allez voir clair dans le film. On vous prévient encore. Avant, c'était France 24, RFI, tous ces trucs-là qui enivraient les gens d'informations à la con, un peu de vérité et puis 90% de mensonges pour embrouiller les gens, mélanger les cerveaux. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où on peut s'exprimer, on peut dire les choses et puis maintenant, chacun fait son analyse pour voir que ce qu'il dit là, c'est farfelu ou bien ce qu'il dit là, ah, il y a une possibilité. Voilà la grande différence. C'est pour ça que les gens ne regardent plus France 24, les gens n'écoutent plus RFI comme avant. Les gens n'écoutent plus ce genre de trucs, là, ils s'en foutent. Maintenant, ils préfèrent aller dans les panels, dans les coins, tout ça. Aller, je parle des gens qui veulent savoir, qui réfléchissent. Ils s'asseyent, ils écoutent, et puis maintenant, ils font eux-mêmes leur propre analyse. Ils font eux-mêmes leur propre recoupement, et puis maintenant, à la fin, ils font leur conclusion. Vous voyez, non? Sinon, si tu es dans le faux, là, mon ami, tant pis pour toi. Hein. J'ai fini sur ce sujet-là. Maintenant, je vais parler de mes frères du PDCI-RDA, le parti PDCI-RDA, politique de Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je n'ai rien contre vous, hein, les frères. Quand pompez les cœurs, s'il vous plaît. Quand je dis je n'ai rien contre vous, là, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais dans le courant de pensée, là, quand le PDCI dit qu'ils veulent la paix, c'est un discours pour moi. Quand le PDCI dit que moi, je ne suis pas violent, c'est un discours pour moi. Quand le PDCI dit que oui, nous, on ne veut pas les fauteurs de troubles, les ceci et les cela, c'est un discours pour moi. Moi, Bokwasi. C'est un discours qui ne va nulle part, qui ne sert à rien, qui est nul et non avenu. Parce que dans la réalité, là, quand les factures d'électricité arrivent et puis les gens ne peuvent pas faire face à leurs responsabilités, pour moi, c'est la violence la plus... C'est une violence extrême contre les populations de mon pays. Quand des gens ne vont pas à l'école, parce que dans les salles de classe, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tout, bien les gens sont dans des situations compliquées pour aller à l'école. Je ne parle pas de ceux qui ont l'argent, hein, qui ont leurs enfants dans les écoles privées, dans les trucs. Non, je parle de les gens comme moi, là, les gens lambda. Là. Et puis leurs enfants ne peuvent pas avoir accès à l'éducation normale. Pour moi, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est un crime contre le cerveau de nos enfants. C'est un crime contre l'intelligence de nos enfants. C'est un crime contre l'avenir de nos enfants. Ah oui, oui. C'est un crime. C'est criminel, c'est violent. Il n'y a pas que soulever Kalash qui est violent. Quand quelqu'un est passé s'est exprimé et puis on l'attrape, on le met en prison parce qu'il a parlé simplement. C'est de la violence. Donc ce gouvernement qui est là actuellement, là, qui fait tout ça, qui est responsable de tout ça, là, il est violent. Donc comme mes frères du PDC viennent dire que nous, on est pour la paix, on n'est pas violent, on ne met pas serpent dans notre pantalon, on ne fait pas ceci, cela, et puis maintenant vous prenez ce gouvernement-là avec son chef comme exemple, comme personne exemplaire, je me pose des questions. S'il vous plaît, pompez. Je me pose des questions. Ce n'est pas de l'acharnement, non. C'est des questions claires et simples. J'aimerais avoir des réponses.
C'est dommage que les commentaires soient désactivés. C'est pas moi qui le fais, c'est Facebook. Peut-être que vous pourrez commenter après, je ne sais pas quand j'aurai fini la vidéo, mais maintenant, il n'y a aucun commentaire. Je vois que les gens qui se connectent et qui regardent, c'est tout. Mais c'est pas grave, je vais dire quand même ce que j'ai à dire. Donc vous voyez un peu la complication que j'ai avec mes frères du PDCI. Vous dites que vous ne voulez pas la violence, vous ne voulez pas ceci, cela, mais quand vous regardez le gouvernement en face qui fait tout ça là, vous les adoubez, vous leur mettez même la peinture pour dire que oui, ah oui, c'est exemplaire, c'est bien. Et M. Thiam lui-même, il a dit que il suit l'exemple de Ouattara. Il a dit ça, moi, ça m'a choqué. C'est une violence envers ceux qui souffrent de la politique de M. Ouattara. Ce que M. Thiam a fait là, c'est une violence. La violence, c'est pas seulement le couteau, les coups de poing, tout ça. Hein. Il y a aussi psychologique. Quelqu'un qui souffre dans sa chair parce qu'on l'a foutu à la porte, parce qu'il est de tel parti, tel parti. Quelqu'un qui souffre dans sa chair parce qu'il a simplement dénoncé une situation et puis il est en prison. Et puis toi, maintenant, tu viens, tu dis tu veux le sauver, puis maintenant, tu dis que non, celui qui t'a mis en prison là, bravo, je suis son exemple. C'est normal? C'est bien beau de dire des gros discours. Oui, là, on ne veut pas de violence. D'accord, ok. Mais la violence, elle se manifeste dans plusieurs domaines et de plusieurs façons. Il faut vous ressaisir, les gars. Vous ne pouvez pas combattre. Parce qu'on est dans un combat. Quand on parle de souveraineté, là, souveraineté, là, hey, les gars, c'est pas un mot comme ça, hein, la souveraineté, là. Chaque Ivoirien ressent ça dans ses tripes, la souffrance qu'il a quand il sait que son pays est riche. Son pays a une réserve de richesse exponentielle. Et puis lui, sa simple vie, là, le gars, quand il se réveille le matin, il souffre. Quand l'Ivoirien aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'Internet, apprend, sait, comprend, va faire des recherches, voit que vraiment son pays est riche. Et puis lui, il est là, il n'a pas de travail. Il va à l'école, il fait tout, mais ça ne va pas. Il est obligé d'aller faire à la Kadiaman tous les jours, demander à un tonton, à une tantille, à un ceci, pour pouvoir avoir le minimum pour manger. Le minimum pour suivre. Quand les jeunes entrepreneurs veulent faire des choses extraordinaires et il n'y a pas une banque pour leur prêter vraiment une somme conséquente pour pouvoir faire leur travail dans leur propre pays, où vraiment, ça dit que si c'est bien géré, là, si c'est bien géré, chaque richesse de ce pays-là qui est bien exploitée peut apporter des milliards et des milliards et des milliards dans les banques qui pourront mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment faire et qui ont des plans et des projets viables, intelligents, corrects, qu'il faut encourager. Nous avons tout un pan industriel sur notre terre de Côte d'Ivoire là, à développer. Le cacao, développer ça pour qu'on fabrique le chocolat chez nous. On est les premiers producteurs mondiaux. On est les premiers. Le premier producteur mondial de cacao. Mais on est incapable de fabriquer du chocolat dans notre pays. C'est la Suisse qui nous vend le meilleur chocolat du monde. Alors que normalement, dans la logique, le pays qui a ça, c'est lui qui doit avoir les savants, les chercheurs. Et d'ailleurs, même dans les postes à l'université, tout ça, dans les filières de diplômés, là, on peut créer nous-mêmes nos diplômes. Ingénieurs en cacao. On peut créer nous-mêmes ingénieurs en transformation du cacao pour devenir du chocolat. Mais bien sûr, c'est des choses que c'est les métiers que les gens inventent. Tout ce que vous voyez, la comptabilité, machin, c'est des métiers que les gens ont inventés. Par rapport à notre paradigme, par rapport à notre façon de faire, on peut inventer des pays qui n'existent nulle part, des métiers qui n'existent nulle part ailleurs, parce que ça correspond à ce que nous faisons chez nous. Bien sûr, les ramoneurs de cheminée, là, les ramoneurs de cheminée à l'époque en France, les gars, ils viennent et puis ils ramonent la cheminée, là. Est-ce qu'il y a eu ça en Afrique? Il n'y a pas de cheminée en Afrique. Pourquoi il va des ramoneurs? Ça peut être le contraire. Chez nous aussi, il y a fabricants de ceci, fabricants de cela. Il n'y a pas ça en France peut-être, mais chez nous, on a besoin de ça. Par rapport à notre climat, par rapport à notre paradigme. Donc, à l'école, on doit réformer même le système éducatif pour créer de nouvelles filières. On n'a pas le choix que de faire ça. On est incapable de fabriquer un frigo. On est incapable de ces choses aussi simples. On est incapable de fabriquer tout ça. On n'a pas d'usine de tout ça. Aujourd'hui, normalement, on doit avoir des gens avec une volonté politique pour faire en sorte qu'il y ait des écoles, des centres de formation pour fabriquer toutes ces choses-là. On est obligé d'aller faire venir ça par le port, d'acheter ça ici, d'acheter ça en Turquie, en Chine, dans tous les coins là-bas. Nous aussi, on est capable de fabriquer des choses.
Il y a plein d'Africains partout dans le monde qui sont dans les meilleures sociétés du monde, dans les plus grandes usines, des plus grands ingénieurs parmi le monde. Il y en a qui vont faire des choses qui vont sur la NASA, tout ça là. Mais ils sont à l'extérieur, ils sont utilisés, les cerveaux sont utilisés à l'extérieur. Pourquoi pas les ramener chez nous? Créer une politique même du gouvernement qui fait revenir tous ces gens-là pour envoyer leur expertise sur la terre de nos ancêtres et les financer même, bien les payer comme les Américains le font pour pouvoir développer le secteur industriel. Il y a plein de choses à faire qu'il faut encourager. Et ça, je parle de ça maintenant, vraiment, j'ai fait une digression qui est assez longue parce que je parlais du PDCI, mais c'est pour dire que tous ensemble, on n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour avoir ce genre d'idées-là et s'asseoir ensemble autour d'une table et puis repenser nous-mêmes, même notre gouvernance. Chez nous en Afrique, là, est-ce qu'on a le droit de parler de droite et de gauche comme on le fait en France? Je suis désolé, non. Non. C'est une idiotie de copier textuellement ce que des gens font dans un autre paradigme, dans un autre pays, dans une autre culture, dans un autre monde. Chez nous, là, on a nos valeurs culturelles qui peuvent nous guider pour créer un nouveau système de gouvernement qui ressemble et qui correspond à nos réalités. Droite, gauche, ça me fait rire quand je vois les gens, on dit, non, nous, la droite, des Ivoiriens en train de parler, nous, la droite, nous, la gauche. Je rigole, je dis, mais regardez-moi ça. Ils parlent de non, il faut rompre avec le colon, il faut rompre le machin colonial et tout ça, là, mais vous êtes en plein dedans. Dans votre façon de parler, dans votre façon de faire, dans votre façon de marcher, dans tout ce que vous faites là, vous êtes en plein dedans. Vous voulez vous séparer de ça comment? Des fois même on accuse la France, c'est même pas la France, c'est nous-mêmes, dans notre comportement, dans notre attitude. Le gars qui profite, tu crois, il va te dire non, les gars, j'ai trop abusé de vous, donc je vais arrêter. Non, ben tant que tu es assez stupide pour continuer de faire ce qui te met dans la merde là, ben il va t'accompagner tant qu'il mange. C'est logique. Ou bien, à un moment donné, il faut arrêter, stop. On s'assoit ensemble. On se reconnaît, nous tous, on est tous noirs, noirs, noirs comme moi ici, gros nez. On s'assoit puis on dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait pour que vraiment les choses changent définitivement? On met sur la table notre système éducatif en premier. Est-ce que le système éducatif correspond à ce que nous voulons, à ce dont nous avons besoin dans l'urgence là? Les professeurs, les machins, tout ça se mettent autour d'une table, ils discutent, qu'ils soient de parti de Z ou bien de X, ou bien qu'ils soient quoi. Ils s'en foutent. Ils s'asseyent et puis ils discutent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants, quand ils vont à l'école, déjà ils connaissent l'histoire de l'Afrique, plus que l'histoire de Napoléon et l'histoire de toute la Chine et de ceci, cela, qui connaissent déjà les réalités de ce que nous sommes en Afrique, d'où on vient, qui nous sommes. Ça, c'est la base. Mais les enfants ne connaissent même pas. Les enfants ne savent même pas. Il y a mon fils Congo qui fait actuellement des recherches sur l'origine des tribus qui sont en Côte d'Ivoire. Les Akans, les Gons, les Gours, je crois, les Mandés et tout ça. Il fait des recherches aussi pour savoir à travers l'histoire d'où cela vient, qu'est-ce qui s'est passé, qui était leur chef. Ça, là, ce sont des choses que les professeurs d'histoire devaient faire pour mettre à la disposition des enfants à l'école pour savoir d'où ils viennent et qui ils sont. Et qu'ils aient des exemples pour voir que, à l'époque, il y a eu des gens qui sont intelligents, qui sont forts, qui ont régné, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Comme ça, moi, je peux m'appliquer, je peux me calquer sur ça pour avoir une dignité, un honneur, une fierté d'être ce que je suis. Mais quand on a des gens qui veulent, je vais ressembler à un Américain, je vais ressembler à un Français, je vais ressembler à un Italien, je vais ressembler à un truc. Mais tu perds ce que tu es, tu n'es plus, tu n'as plus de sens, tu ne vaux plus rien. Et celui maintenant qui est à l'extérieur, qui te voit comme ça, qui limite, alors que toi-même, tu n'es même pas comme lui, mais il te prend pour de la merde. Et il a du mépris que pour toi. Parce que tu n'es même pas digne d'être ce que tu es. Quand il y a des Noirs, ah, moi je suis français, moi je suis ceci, c'est là, moi je suis cela. On dit oui, mais tes origines sont africaines. Non, 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 non. Il y a les gens comme ça. Et puis ils discutent avec des blancs, je suis plus français que toi. Ça fait rire. Il faut être fier de ce que tu es. Ça ne veut pas dire que tu es pestiféré ou bien tu es quelqu'un qui est... Non, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et c'est justement le brassage des cultures, le brassage des différences qui fait la richesse et la beauté du monde. C'est ça qui enrichit les gens. Moi, ma culture, j'envoie, je te montre, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu t'en inspires, tu fais d'autres choses. Et moi aussi, je m'inspire de ce que toi, tu fais de bien. Et on grandit tous les deux comme ça, dans nos différences. Mais ça ne veut pas dire qu'on est différents, qu'on va faire la guerre.
Et les racistes, ils profitent de ça maintenant pour bien maltraiter ceux qui veulent maltraiter comme ils veulent. Parce que des racistes, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Il y en a en Europe, il y en a partout. Maintenant, ils ont appris ça aussi aux Africains. Il y a des Africains qui sont racistes aussi aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Oui, non. Se remettre en cause, de s'asseoir et de discuter et d'échanger afin de pouvoir recréer un climat apaisé, un climat de confiance entre nous, Ivoiriens. Je veux dire Africains, mais en particulier Ivoiriens, pour rebondir et reconstruire une nation vraiment où plus jamais il y aura ce genre de conneries que nous avons vécu. Parce que la base sera saine, sera claire, basée sur nos valeurs ancestrales. Ah oui, 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 nos valeurs ancestrales, vous avez bien entendu. Parce que je sais que dans le passé, nos parents à l'époque, là, ils avaient des valeurs. La preuve, en Afrique, il n'y avait pas prison. Il n'y avait pas prison. Moi, je ne sais pas, quelqu'un peut me dire dans les commentaires plus tard, quand ce sera possible de mettre des commentaires, est-ce qu'il y avait une prison en Afrique dans les années 1800? Il n'y a pas de prison, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que les gens respectaient des règles et des lois. Les gens les respectaient. Ceux qui ne les respectaient pas, ils étaient bannis. Il y avait des valeurs. Les gens respectaient la chefferie, les gens respectaient beaucoup de choses. Il y avait l'harmonie. Pourquoi ne pas baser sur ces valeurs-là, nous baser sur ces valeurs-là, et puis recréer un système de gouvernance qui est calqué sur ça, mais avec le temps, la modernité, on fait ça, on est intelligent. On arrange ça d'une telle sorte que ce soit applicable à notre temps d'aujourd'hui, simplement. Je parlais du PDCI, parce que nos frères de l'AES, là, nos révolutionnaires de l'AES qui ont fait la révolution, je ne les appellerai jamais putschistes, comme France 24 ou bien Macron le veut. Ce sont des révolutionnaires. Normalement, on devait les soutenir. Au Niger, le prix de l'essence a baissé drastiquement. Drastiquement, parce que les Nigériens se sont réappropriés leur richesse pétrolière. Et comme le pétrole, maintenant, ça sert aux populations du Niger, de facto, le prix baisse à la pompe. Donc, les Nigériens peuvent aller maintenant remplir leur réservoir d'essence et puis faire leur business, faire tout leur truc. Du coup, ça fait baisser le prix de l'huile, ça fait baisser le prix de toutes les denrées alimentaires et le peuple, au moins, commence à respirer grâce à un révolutionnaire qui a pris le pouvoir et qui s'est réaccaparé toutes les richesses du pays et qui les redistribue de façon juste et équitable et surtout transparente. Ça, là, on va aller contre des gens comme ça parce qu'ils ont pris le pouvoir d'une autre manière ou bien de la même manière que celui que au Tchad a fait, ou bien de la même manière que celui au Gabon a fait, et M. Macron a applaudi. Lui qui dit que non, les putschistes, les putschistes, les putschistes, là. Il a applaudi pour certains, mais pour les autres, là, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi il n'est pas d'accord avec certains? Il mange des dents. Il continue de manger des dents et les populations continuent de souffrir. Mais celui avec qui n'est pas d'accord, il ne mange plus des dents. Là, il n'est pas d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Réfléchissez bien. Donc, quand je demande au PDCI et RDA, est-ce que vous avez félicité nos révolutionnaires, nos frères révolutionnaires de l'AES et des gens viennent écrire en commentaire que non, nous, on n'est pas des putschistes, on n'est pas ceci, on n'est pas... Vous faites pitié, hein? Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien compris l'évolution du monde actuellement. Vous n'avez pas encore bien compris. Vous n'avez pas encore bien analysé que les choses sont en train de changer, que les données sont en train de changer totalement. Les anciens forts, là, ils sont devenus un peu bizarres. Et les anciens faibles, là, sont devenus autre chose. Ah oui, oui, oui. C'est que vous n'avez pas encore bien compris. C'est que votre politique, vous parlez, vous êtes des intellectuels, des gens intelligents, des gens trucs là. Vous n'avez pas la clairvoyance pour voir ce qui est en train de venir. Parce que vous pensez que les gars là vont revenir encore plus fort qu'avant et puis dominer tous les autres qui sont là, la Chine et la Russie et tous ces gars-là. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les gars. Sincèrement, si vous asseyez bien pour penser, pour réfléchir, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La seule chose qui pourra sauver l'Occident, je dis bien les pays, en particulier la France, c'est de faire profil bas et de commencer à respecter. On ne demande pas, hein, parce que le respect, ça ne se quémande pas. Mais eux-mêmes, qui fassent leur état de conscience, ceux qui avaient l'habitude de manger sur le dos des Africains, qui commencent à se dire que, ah, le monde a changé aujourd'hui, il faut qu'on apprenne maintenant à faire du business avec nos frères africains.
ou bien avec avec les Africains, même si on n'est pas frères d'après les gens, ou bien quoi, mais il faut qu'on commence à apprendre à faire du business avec ces gens-là. On a toujours quelque chose à gagner. Mais ces histoires de domination, là, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Parce que la nouvelle génération qui est là, ils ont le sang de leurs ancêtres qui ont été assassinés. Ils ont le sang de leurs ancêtres qui ont fait les travaux forcés. Ils ont le sang de leurs ancêtres qui ont souffert de la main de ces gens qui sont venus les écraser, les dominer, les opprimer. Là. Ils ont ça dans leur sang, la nouvelle génération aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts à souffrir encore comme ça. C'est fini ça. Il est temps maintenant que les gens puissent avoir une vie décente aussi en Afrique. Et pour avoir une vie décente en Afrique, il faut que les richesses de l'Afrique reviennent aux Africains. Et que ce ne soit pas les intérêts d'une autre nation qui pense que, à vitam aeternam, par rapport à l'histoire, ils ont droit de vie ou de mort sur quelqu'un, ou bien ils ont droit de tout, sur tout ce qui est ailleurs. Ça là, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'aux orteils. C'est terminé. Et nous encore, on parle. Nous, on discute, on échange. Mais la génération derrière nous, là, ils sont encore ils sont encore plus catégoriques que nous. Ils ne veulent même plus parler. Donc, la charnière, là, nous, là, notre génération, là, c'est nous qui avons vécu entre les deux époques. Nous, on peut parler encore. On peut essayer de faire les choses. Mais si jamais le temps passe et que la nouvelle génération là, prend le dessus, ah, ça va être chaud. Et ça, les gouvernants français, ils ont intérêt à bien réfléchir dessus. Plus rien ne sera comme avant. Donc, mes frères du PDCI, quand vous ne supportez pas nos frères de l'AES, nos révolutionnaires de l'AES, qui sont en train d'appliquer une politique qui est bénéfique pour leur population, parce que d'après France 24, les populations au Mali souffrent. C'est vrai qu'il y en a qui souffrent, c'est vrai. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas encore pu profiter des richesses et tout ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout changer en un coup, un claquement de doigts comme ça. Il y a une réalité qu'il y en a qui souffrent, mais une chose est sûre, les perspectives d'abord sécuritaires sont en train d'être vraiment mises en place pour que quand la sécurité sera complètement restaurée, là maintenant sur le plan économique, les choses pourront maintenant avancer. Mais les gars font comme si, ouais, les révolutionnaires, ils ont pris le pouvoir, et puis maintenant, eux, ils sont en train de se sucrer, de s'enrichir, et puis la sécurité, ça va pas, et puis rien ne va. C'est faux, c'est pas vrai. Les fameux terreaux, là, ils sont en train de bodybala chaque jour, on entend de les piler. Les gars, ils savent même plus, ils sont désorganisés totalement. Et c'est les restangoleurs qu'on voit. C'est pas comme avant où les gars venaient, ils descendaient en colonne sur une ville, et machin, comme au Tchad, là, ils étaient à 2 doigts de N'Djamena, et puis maintenant, les avions français sont venus les chasser. Non, c'est fini ce temps. Les gars, maintenant, sont en train de s'armer chaque jour. Et ils sont en train de bamougou les terreaux, là, chaque jour. Les faire partir, et ils vont récupérer d'ici quelques mois. Ça va être gérer la sécurité. Là, maintenant, ils auront les moyens maintenant de s'occuper de leur population. Sinon, pour le moment, là, on ne peut pas leur demander de faire l'impossible. C'est pas possible. En même temps, vous prenez le pouvoir, du jour au lendemain, toute la population va être heureuse, quoi. Ça, c'est la mauvaise foi. Des opposants qui n'aiment pas, justement, ces jeunes révolutionnaires-là. Mais de toute façon, rassurez-vous, ça ne reviendra jamais en arrière. Jamais. Ça ne reviendra jamais en arrière. Les jeunes ont compris. Celui qui veut prendre le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État, là, il n'a qu'à se lever très tôt. Vous comprenez, non? C'est fini. Et ça va contaminer tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça vient. Personne ne va échapper à ça. À cette révolution-là. Culturelle. Personne ne va échapper à ça. Il y a les gars qui font la résistance encore, machin truc, mais ça va finir tout ça. Donc réfléchissez à demain, mes frères du PDCI. Revoyez votre logiciel là, de pacifique et de ceci et de cela. On n'a pas dit d'aller faire la guerre, d'aller soulever les armes, c'est pas ce qu'on dit. Mais au moins quand on dit non, on dit non. On est clair, on n'est pas hypocrite. Quand on dit on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas continuer à parler avec des langages de glamour là, pour faire croire que non, nous on est propre, on est sain, on est ceci, cela, quand on connaît l'histoire de notre pays. Je suis désolé. Il faut être à un moment donné, il faut se remettre en question et commencer à avoir un langage clair que tout le monde veut entendre. On dit on n'est pas indépendant. Parce qu'un autre pays décide de nos vies, de nous. Et c'est une réalité. On n'en veut plus. On est assez grand maintenant, on a suffisamment été coaché. On veut maintenant faire les choses par nous-mêmes. Je n'ai pas dit dans 10 ans. Je n'ai pas dit on va faire un peu, comme beaucoup de gars du PCI disent. Non, vous savez, on ne peut pas faire les choses comme ça parce qu'on n'est pas fort, parce qu'on est faible, on n'est pas ceci, donc on est obligé de faire doucement. Sinon, vous savez, les gens là, moi j'ai parlé avec les gars du PDCI, c'est toujours ce qu'ils disent.
Non, c'est terminé ce langage de lâcheté là. À un moment donné, là, quand tu veux diriger, quand tu veux faire des choses, quand tu veux prendre des décisions, il faut être courageux, il faut avoir peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Il faut dire les choses clairement. Certains m'ont dit, ouais, tu es là-bas, mais je parle. Il y en a qui sont là-bas et moi, et puis ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Mais ils pensent comme moi. Mais ils sont cachés dans leur salon, ils ne disent rien. Moi, je ne peux pas rentrer dans mon pays aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai dit, pour le moment, parce que les gars là sont là. Mais dès que je rentre, et puis on se voit au pays là-bas. Ça c'est clair. Ça là, seulement, c'est sans équivoque. Clair, clair. Et de toute façon, je parle ici, là. C'est comme ça que je vais parler là-bas. Parce que j'ai parlé là-bas avant de venir ici, d'ailleurs. Beaucoup de gars qui me connaissent pour ça. La preuve, si j'ai été boycotté sur beaucoup de plans, mais ça, c'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est parce que je parlais beaucoup. Les gens savaient ce que je pensais. Donc, les gars, mes frères du PDCI, là, revoyez votre logiciel, hein. Parce qu'actuellement, là, vous êtes dans la course pour dire que oui, vous voulez que vous reveniez aux affaires, tout ça, là, mais il y a un langage à tenir, là, pour que la jeunesse puisse se reconnaître en vous et se connecter avec vous, là. Il y a un langage qu'il faut avoir. Il y a une réalité qu'il faut voir. Surtout, il y a une lecture géopolitique et géostratégique qu'il faut bien étudier et bien appréhender pour ne pas se tromper, pour aller avec les faux. Surtout les faux qui vous ont prouvé qu'ils sont faux. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres, vous ne les connaissez pas. Mais quand on ne se connaît pas là, on se jauge, on se mesure, puis on prend des précautions pour prendre des choses pour avancer. Mais ceux que tu connais, puis tu leur donnes ton cœur, tu leur donnes tout là. Demain, ils peuvent te planter le couteau dans le dos et puis ça ne va pas quelque part, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Et si vous insistez maintenant pour être des spécialistes du syndrome de Stockholm, ça c'est votre affaire. Mais nous, on vous aura parlé, on vous aura prévenu. Donc, vive la révolution de l'AES, vive les chefs révolutionnaires de l'AES. Oui, vive, je les soutiens, je les supporte à 1000%. Faut pas attention, mais j'allais prendre une nationalité là-bas. Je leur demander ça. Parce que je suis trop fier d'eux. Sérieusement, à un moment donné, là, ça suffit. Tu es africain. Tu peux pas combattre. Tu peux pas, même, je sais pas, même penser même que tu vas arranger quelqu'un de l'extérieur par rapport à tes propres populations, à ton propre peuple. C'est pas possible. Je peux pas comprendre ça, quoi. Tu as souffert tout pendant 600 ans. 600 ans. Les gens ont fait esclavage, colonisation, travaux forcés, domination. Sur tous les plans, ils t'ont maltraité. Tu les connais, tu les vois, c'est les mêmes. Dans l'histoire, tout est écrit net. Et puis toi, c'est à eux que tu veux faire plaisir. Quand tu regardes ton prof noir qui dit qu'il n'est pas d'accord avec lui, là, tu préfères faire plaisir à celui qui t'a fait tout ça, là, que de t'associer à ton frère noir pour trouver une solution pour arranger votre situation entre vous. Et l'autre, maintenant, quand vous allez vous mettre ensemble, là, il sera obligé de vous écouter. Il sera obligé maintenant de faire ce que vous lui demandez. Ça, là, pour moi, c'est logique. Mais non, il y en a, non, non, moi, vous savez, moi, j'ai été dans l'école avec les grands machins, je connais ceci, je connais celui-là, je connais ceci, je connais cela, je fais photo, telle personne m'a écrit, donc je suis connu dans le monde, donc faites-moi confiance, et puis suivez-moi, comme des moutons. Le temps est fini, hein. Ouattara a tout gâté. Ouattara a gâté ça, ce plan ça là. Ouattara a gâté ça, c'est fini, c'est mélangé. Les enfants voient clair maintenant aujourd'hui. Ce n'est pas qui te connaît dans le monde, hein, qui fait l'affaire. C'est ton peuple là, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que les jeunes de la population là te connaissent comme au Burkina Faso? C'est Ibrahim Traoré, ils connaissent. Au Mali là, c'est Assimi Goïta, ils connaissent. Au Niger, c'est Tiani, ils connaissent. Toute la population, les jeunes là, c'est eux, ils connaissent. Ils s'en foutent si Ibrahim Traoré connaît, Poutine Messi connaît, ils s'en foutent de ça. Ben, c'est pas ça qui leur donne à manger. Dans vos politiques de machin, façon de choco, là, ça marche plus. Réveillez-vous, les gars. Revoyez votre logiciel. Soyez plus courageux. Et marchez avec toute la population, avec toute la jeunesse, dans la direction que la jeunesse veut aujourd'hui, la souveraineté. Les gens, ils n'auront que de choix que de venir faire du business avec nous, pas de la domination. Vous n'aurez pas besoin de décrocher votre téléphone pour demander la permission de faire quelque chose. Ou bien, quand vous allez faire, les gars vont vous appeler, ah non, ça, on n'est pas d'accord, on n'est pas ceci, et puis maintenant, vous allez suivre bêtement. Non. C'est terminé ce temps-là. Je vous dis ça parce que je parle avec des gens, les frères du PDCI. On est amis. Il y a plein de gens avec qui j'ai grandi, du PDCI, qui me parlent, mais non, c'est dans 10 ans, non, c'est dans 15 ans, il faut faire doucement. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Parce que quand je regarde mes frères de l'AES là, qui font cette politique-là de rupture totale, si tu ne veux pas nous respecter, on te respecte. Le Rwanda l'a fait. Paul Kagame, il l'a fait. Paul Kagame, il a rompu les relations diplomatiques avec la France 48 heures. Il a rompu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est pas la France qui est partie le soulever pour le mettre maintenant comme chose. Ils ont soulevé quelqu'un du Rwanda pour être représentant de la francophonie. Ils ne sont pas camarades aujourd'hui dans le respect. Ils ne sont pas camarades aujourd'hui dans le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous voulez des exemples, on va vous donner. Paul Kagame, il a dit, tellement il était fâché, mais au Rwanda, on parlait le français. Il a dit, je ne veux même plus entendre parler de français. On ne parle plus français d'ailleurs, on va parler anglais. Il a mis son peuple, en 5 ans, ils ont tous parlé anglais. Ils ont laissé francophonie là. Allez faire des recherches, vous allez voir que je ne raconte pas les bêtises. Et puis à la fin, quoi? La France s'est rapprochée d'eux avec respect, considération. Ils ont commencé à parler. Aujourd'hui, ils font du business ensemble. Tout le monde est content. Pourquoi nous, on va continuer encore à être des esclaves, à être des carpettes pour les gens? Pourquoi? Parce que nous, on a fait quoi? On a pissé à l'église ou bien? Il faut arrêter ça. Il faut avoir un peu de dignité à un moment donné, relever la tête des mots. C'est bon, ça suffit. On passe à autre chose maintenant. Si vous n'êtes pas capable de faire du business gagnant-gagnant avec nous, allez voir ailleurs. Il y a d'autres pays. Mais nous, là, on ne fait plus ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Parce qu'il y a d'autres clients. Il y a d'autres clients. Le rein est long comme ça. Il y a d'autres clients qui veulent faire business dans le respect. Voilà ce que je veux dire. Donc, les frères et sœurs, les frères saints, revoyez-vous. Hein. J'ai parlé au début de la vidéo du RDR, ce qu'il reste à faire RHDP là. Sinon, quand ça a commencé là, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon quand ça a commencé là. Donc, revoyez-vous, mes frères du RHDP, RDL, revoyez-vous. Faites les choses correctement pour ne pas que ça pète. C'est tout ce que nous voulons. On ne veut pas mettre le feu au pays, on ne veut pas de problème, on ne veut pas de mort, on ne veut pas de tout ça. On veut la paix, la tranquillité. Mais seulement, il y a des actions à faire pour arriver à ça. Il faut avoir le courage de le faire, le courage politique, la volonté politique de le faire. Sinon, si deux individus ne veulent pas faire là, et que vous êtes des centaines à vouloir faire là, à un moment donné, vous savez quoi faire. Parce que la vie des Ivoiriens, ça coûte cher. Et je vais terminer mon propos sur un hommage que je veux rendre à tous nos frères et sœurs qui sont morts à l'Hôtel Ivoire il y a 20 ans de cela, en 2004, qui ont été abattus comme des poulets par une armée étrangère. À tous nos frères et sœurs qui sont morts sur le pont Houphouët-Boigny, sur le pont de Gaulle, qui ont été abattus à partir d'hélicoptères et qui ont été jetés à la lagune et qui sont morts, on ne sait même pas où ils sont. Je vais leur rendre un hommage vibrant, que leur cas soit vivifié, que leur esprit soit vraiment vivifié. Franchement, je ne vois pas un parti politique qui a mis sur sa page ou bien qui a fait un communiqué pour dire de se souvenir de ces gens-là qui sont morts pour le pays. Parce qu'ils sont sortis simplement manifester un mécontentement. Donc des gens ont pris des armes et ont tiré les ont allumés à l'Hôtel Ivoire, éclaté les cerveaux. Les images sont encore là. Personne n'en parle. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces gens-là aujourd'hui qui continuent de vivre, malgré le fait que leurs enfants soient morts il y a 20 ans. Vos enfants ne sont pas morts pour rien. Parce que grâce à leur mort aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience et qui ne vont plus jamais laisser leur pays la retourner dans ce qu'il était avant. C'est terminé ça. Donc, ils ne sont pas morts pour rien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis Boakwasi. Peace.